Bonjour, son passage est gravé dans nos mémoires et a transformé notre paysage. Klaus, la tempête Klaus, le 24 janvier 2009, des vents à plus de 170 km/h frappent la Nouvelle-Aquitaine et le sud-ouest. Bilan 12 morts, dont 4 rien que dans les Landes. La forêt des Landes de Gascogne, ravagée par Klaus, un quart des pins maritimes sont alors détruits. Durant cette prochaine heure, 10 ans après, nous allons revivre cette tempête et comprendre ce phénomène météo exceptionnel. Avec nos invités sur ce plateau et nos intervenants dans toute la région, nous verrons quel a été et quel est toujours l'impact économique et environnemental de cette tempête. Nous verrons enfin quels enseignements ont été tirés de Klaus, mais également de Xynthia en 2010 et de Martin en 99. C'est par les Landes que l'on débute un tour rapide de la région. Bonjour Ludivine Tachon. Vous êtes à Uchac et Parentis, au cœur de ce massif forestier des Landes qui se reconstruit peu à peu après ce cataclysme. Bonjour Vincent, il est évident que 10 ans après, Klaus reste dans la tête de tous les Landais. À 4h30 du matin, ce 24 janvier 2009, la vie de chacun va être marquée à jamais. Le vent va souffler à 172 km/h à Biscarrosse, 141 à Mont-de-Marsan, 137 à Dax. 4 personnes vont perdre la vie dans le département. 60% de la forêt va être balayée ici comme ailleurs. Après le cataclysme, la vie a repris ses droits. La forêt se relève doucement dans le département le plus boisé de la France métropolitaine. Merci Ludivine, à tout à l'heure. La tempête Klaus a également privé d'électricité plus d'1,5 million de sinistrés. Bonjour Florian Rouliès. Une partie de la Dordogne s'est retrouvée dans le noir après Klaus. Depuis, le réseau électrique s'adapte petit à petit au risque des tempêtes. Oui, bonjour Vincent, tout à fait. Ce qu'il faut savoir avant de parler de la Dordogne et de Klaus, c'est que Klaus ici a juste frôlé le département. Le département de la Dordogne était un petit peu excentré et du coup a été un petit peu moins touché par la tempête en 2009. Mais effectivement, il y a eu des coupures d'électricité, essentiellement, des dégâts sur les forêts, mais aussi des coupures d'électricité. 85 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête et depuis, des travaux sont menés sur le réseau pour le sécuriser, le fiabiliser et notamment enfouir les lignes électriques comme ici où je me trouve à Saint-Aubin-de-Cadlèche. À tout à l'heure Florian, les dégâts de Klaus ont coûté 1,7 milliard d'euros aux assurances, c'est colossal, mais c'est beaucoup moins que les 7 milliards des tempêtes de 99. Bonjour Annick de Mars, vous êtes dans le massif des Monts de Blon en Haute-Vienne, la tempête de 99 très destructrice en Limousin, bien plus que Klaus. Effectivement, Vincent, aucune commune mesure entre ces deux événements. Il y a 10 ans, Klaus n'a fait que frôler les 3 départements du Limousin. Pas d'alerte météo, pas de dégâts, pas de victimes. Ici, la tempête qui a marqué tous les esprits, c'est la tempête du siècle. Martin, je peux vous garantir que chaque Limousin se rappelle très exactement où il se trouvait dans cette nuit du 26 au 27 décembre 99. Un bilan lourd, 8 morts, des dizaines de millions d'euros de dégâts et surtout un véritable cataclysme pour cette forêt limousine qui ne sera plus jamais la même. On en reparlera tout à l'heure. À tout à l'heure, Anaïk. Dans cette première partie d'émission, nous allons donc vous expliquer ce phénomène météo exceptionnel. D'abord, retour en images sur ce 24 janvier 2009, cauchemardesque. Sandrine Valero. Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, la tempête Klaus touche l'Aquitaine, une tempête qui fera 9 morts. Des rafales allant jusqu'à 172 km/h balayent la région. 161 km/h seront relevés à l'aéroport de Mérignac, un record absolu pour le site. Les images sont impressionnantes. Arbres arrachés, lignes électriques à terre, toitures éventrées. L'Aquitaine se réveille groggy. Le Pays Basque a été le premier département touché. Les dégâts sont conséquents. Mais la maison, elle est crevée. Elle est crevée. La chambre principale, elle prend l'eau. C'est quelque chose de dément. Je dormais dans mon lit, ici. Tout s'est effondré d'un seul coup, comme ça. Et beaucoup de suie, beaucoup de fumée. Une égratignure. Ici, au poignet. Les ports sont défigurés, les rues sont jonchées d'arbres et de branches. En remontant vers le nord, la tempête a poursuivi son œuvre destructrice à l'intérieur des terres. Et c'est le massif forestier des Landes de Gascogne qui est ravagé. Sur 1 million d'hectares, 593 000 sont endommagés, dont 223 000 à plus de 40%. La vision est terrible. Sur d'immenses étendues, il n'y a que des troncs couchés, broyés ou dressés, tels des allumettes brisées.
Près d'un demi-milliard d'euros d'aide sera débloqué pour nettoyer et reboiser. Le réseau électrique paie un lourd tribut. 500 000 foyers aquitains sont privés d'électricité. Les techniciens de RDF sont à pied d'œuvre, mais ce sont des centaines de kilomètres de lignes qu'il faut raccorder. Avec l'intervention que nous faisons ce matin, il y a déjà une grosse partie des gens qui vont être réalimentés. Après, bien sûr, on va poursuivre la ligne bien plus loin et les dégâts qu'on trouvera, on réparera. Côté transport, durant plusieurs heures, des routes sont coupées. Les avions et les trains sont paralysés. C'est toute une région qui se retrouve immobilisée. Nous voici donc 10 ans après. Je vous présente nos invités sur ce plateau. Hervé Le Treut, bonjour. Bonjour. Climatologue, membre de l'Académie des sciences. Vous présidez notamment en Nouvelle-Aquitaine Acclimatera, le comité scientifique régional sur le changement climatique. Bruno Lafont, bonjour. Président du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, vous représentez 6000 propriétaires forestiers dans ce Sud-Ouest. Et Renaud Lagrave, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du conseil régional. Vous présidez également le GIP Littoral Aquitain, structure qui centralise les problématiques de notre littoral. Une question à chacun de vous. D'abord, je commence avec vous, Hervé Le Treut. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette tempête de 2009 ? Alors, moi, je ne l'ai pas vécu en direct, mais j'étais là quelques jours après. Je pense qu'il y a effectivement la vue de la dévastation, qui est quelque chose quand même, qui est un spectacle rare et impactant. Et puis après, c'est la répétition, le fait qu'on ait eu ces tempêtes à la fin de 1999, et puis, en fait, peu de temps après, cette tempête nouvelle. C'est quelque chose qui a suscité beaucoup de questionnements qui ne sont pas toujours résolus à ce jour. Mais c'était vraiment un événement très, très, très rare par le fait qu'il venait si peu de temps après une autre tempête. On en parlera tout à l'heure. Bruno Lafont, vous, le professionnel de la forêt, quel souvenir marquant de ce 24 janvier 2009 avez-vous ? D'abord, j'avais vécu celle de 99, puisque habitant sur le sud du bassin d'Arcachon, nous avions vécu le sud de la tempête du Nord. Et donc, quand on a annoncé les vents qui se présentaient à plus de 150 km à l'heure, bien sûr, on s'attendait à ce qu'il y ait une catastrophe encore. Donc quand les vents ont commencé à se présenter à 4 h du matin, je vous dis qu'on ne dormait pas beaucoup parce que déjà on se disait, est-ce que la toiture va résister de nos propres maisons ? Et le lendemain, ça a été le même spectacle de désolation. Et on a su très vite que le cœur des Landes était touché. Et là, on s'est dit, il y a du potentiel parce qu'il y avait beaucoup de bois. Et là, on s'est dit, ça va être une grosse catastrophe. Et on a été confirmé quelques jours après. Renaud Lagrave, vous êtes élu aussi de terrain. Klaus, là, vous rappelle quoi ? Ça me rappelle deux choses. La première, c'est que moi, j'habite à Mont-de-Marsan. Et donc, à Mont-de-Marsan, moi, j'ai écopé chez moi parce que la toiture est partie. Et puis surtout, quand je suis sorti un petit peu plus tard, après avoir tenté de limiter les dégâts, chez moi, j'ai vu un paysage totalement dévasté à l'intérieur de la ville. Et puis, quelques heures plus tard, en dehors de la ville. Et puis, ce massif forestier qui me reste véritablement en tête quand on a pu... voir un certain nombre de photos, de reportages et de paysages qui étaient une désolation et qui, pour le coup, pour toutes celles et ceux qui sont attachés à la forêt et au massif forestier, étaient un crève-cœur. Ouais. Alors, lorsque Klaus s'abat sur notre région, des vents à 172 km/h sont enregistrés sur le littoral des Landes et de la Gironde. Le littoral girondin où nous attend Stéphane Defoy. Bonjour. Vous êtes ingénieur météo à Météo France. En duplex de Lacanau, régulièrement balayé par les tempêtes. En quoi Klaus, en 2009, était un phénomène exceptionnel en termes de météorologie ? Il faut déjà se resituer à l'époque où on était déjà dans un climat où on avait des conditions très favorables à l'émergence de fortes dépressions qui circulaient sur le proche Atlantique. En altitude, on avait un jet très important qui soufflait. Et puis, dans la nuit du 23 au 24 janvier, on a une dépression qui s'est creusée assez rapidement sur le proche Atlantique qu'on voyait et qui a continué de se creuser en arrivant sur la côte charentaise. Elle est descendue à 962 hectopascales, donc très très creuse. Et au sud de cette dépression, les vents les plus forts sont apparus. Comme vous le disiez précédemment, ils ont soufflé à plus de 170 km/h. Et donc, cette tempête est apparue dans un contexte où il avait déjà pas mal plu les jours précédents, puisqu'il y avait une succession de dépressions
dépression, de temps perturbé. Et donc, en fait, on s'est retrouvé dans un climat où les sols étaient très humides, ce qui a rendu toute la forêt très sensible. Et donc, son caractère, c'est ce qui a un petit peu causé tous les dégâts que l'on a connus, quoi. Son caractère exceptionnel Alors aussi, après, c'est au la niveau durée de son des caractère, vents. Alors voilà, effectivement, ça a duré quasiment 6 heures sur l'ensemble du département, même si la dépression est passée rapidement quand même, mais les vents les plus forts à plus de 100 km/h ont duré quasiment 6 heures sur l'ensemble du département. Donc c'était assez exceptionnel sur ce plan-là également, par rapport aux tempêtes Lothar de 99. C'est vrai que ça a duré très longtemps également. Oui. Au vu de vos observations, est-ce que vous avez constaté une multiplication, une intensification ces dernières décennies de ces phénomènes extrêmes? Alors, on ne peut pas vraiment dire ça, puisque si on regarde sur les 30 dernières années, à peu près 41 tempêtes qu'il y a eu, 41 tempêtes majeures qu'on a eues, en fait, on ne constate pas vraiment de signal ni dans un sens ni dans l'autre. On constate même un léger creux dans le nombre de tempêtes entre 2001 et 2005, mais pas vraiment de signal à la hausse ni à la baisse sur l'ensemble des 30 dernières années du nombre de tempêtes majeures, en fait. Si vous voulez, c'est un peu une coïncidence qu'il y a eu en 10 ans comme ça, entre 99 et 2009, des tempêtes de cette importance-là qui sont apparues sur le littoral. Merci Stéphane Defoy pour ces précisions imaginées. Jean-Michel Divine depuis Lacanau. Nous retournerons tout à l'heure pour parler de la problématique de l'érosion du littoral. L'un des premiers effets de la tempête Klaus a été de plonger dans le noir une partie de la région, on le disait, comme 10 ans auparavant avec la tempête Martin. Florian Rouliès, on vous retrouve depuis Saint-Aubin de Caldèche. Klaus a montré une nouvelle fois la fragilité du réseau électrique en Dordogne mais aussi ailleurs dans la région. Quelle était la situation après le passage de la tempête ? Eh bien, pour trouver les situations les plus délicates ici en Périgord, eh bien, il faut se rendre dans le sud du département, secteur où je me trouve. C'est un endroit très boisé et forcément, des chutes d'arbres avaient endommagé le réseau électrique. Résultat, 85 000 personnes, foyers privés d'électricité au plus fort de la tempête. Des coupures qui avaient poussé les Périgourdins à démarrer des groupes électrogènes, des appareils qui avaient d'ailleurs occasionné des intoxications. 26 personnes avaient été intoxiquées et 2 personnes avaient même été retrouvées décédées à leur domicile à cause des gaz d'échappement des groupes électrogènes. Alors évidemment, depuis, d'importants travaux ont été entrepris pour sécuriser, fiabiliser le réseau électrique, comme ici à Saint-Aubin de Caldèche où je me trouve. Dans le secteur, 17 km de câbles ont été enfouis et tout ce qui reste du réseau électrique, tout ce qui reste de visible en tout cas, eh bien, ce sont des transformateurs électriques comme celui-ci, mais plus de câbles. L'espoir évidemment, c'est qu'à la prochaine tempête, s'il y en a une, eh bien le réseau résiste mieux. D'ailleurs, la véritable crainte des Périgourdins ici, eh bien, c'est surtout de revivre une tempête telle que celle de 1999. À l'époque, certains foyers étaient restés plus d'1 mois sans électricité, et ça reste encore un véritable traumatisme ici en Dordogne. Merci Florian Rouliès. Imaginez Camille Michelin, on retournera en Dordogne pour voir concrètement comment aujourd'hui on tente de protéger ce réseau électrique. Le traumatisme déclenché par Klaus est d'autant plus fort que 10 ans auparavant, eh bien, il y a eu Martin, la tempête de 99, et puis Xynthia en 2010, l'une des plus meurtrières dans la région. Les images et les témoignages avec Sandrine Valero. On l'a appelée la tempête du siècle. Martin, c'est son nom, a semé la désolation dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999 et a fait 6 victimes en Aquitaine. La Gironde est particulièrement touchée. Une impression de fin du monde saisit les habitants d'Arcachon où le vent avoisine les 180 km/h et arrache tout sur son passage. On n'a jamais eu de dégâts comme ça, jamais, jamais. Ça fait 10 ans que le manège est installé ici, on n'a jamais eu autant de dégâts. La centrale nucléaire du Blayais fait aussi les frais de ce déchaînement des eaux. Une vague de 3 mètres déferle par-dessus la digue de protection. La centrale vit un incident de niveau 2 sur une échelle qui en compte 7. Le département des Landes pense aussi ses plaies. Des milliers d'arbres sont cassés, déracinés, éventrant parfois les toits des maisons. On a 3 arbres qui sont tombés de manière consécutive sur la maison sur 3 heures d'écart. Donc 1, 2, 3, le 3e c'est panique à bord, surtout quand on a un petit garçon. Dans toute l'Aquitaine, le massif forestier est durement atteint. De son côté, le Limousin n'aura plus le même visage après le passage de Martin.
Il pleurera 8 personnes décédées. En février 2010, c'est Xynthia qui se déchaîne sur la façade atlantique, une des tempêtes les plus meurtrières. On dénombrera 47 victimes en France, dont 14 en Nouvelle-Aquitaine. Parmi les dégâts, les lignes électriques. Une fois encore, elles sont sectionnées, arrachées. La forêt paie aussi un lourd tribut. C'est le cas en vallée d'Ossau, où la Xynthia offre un spectacle de désolation. Plus au nord, la Charente-Maritime a vécu un enfer. Le très fort coefficient de marée a décuplé les effets ravageurs des rafales de vent et de pluie. Des communes comme Étré se sont retrouvées totalement inondées en moins d'une heure. À 4 heures, je suis sorti, il n'y avait rien. Et puis à 5 heures, j'ai 50-60 cm d'eau dedans, quoi. Ça s'est produit d'un seul coup? Ah oui, d'un seul coup, oui. Ça a monté d'un seul coup. Oui. L'île de Ré est coupée en deux. Les digues du nord de l'île ont cédé. Saint-Clément-des-Baleines est inondé à chaque nouvelle marée. Hervé Le Treut, tout le monde se pose forcément la question. Ces tempêtes fortes et répétées ont-elles été le signe précurseur d'un début de changement climatique? Non, ça vient d'être dit, c'est très difficile de l'affirmer. Alors c'est vrai qu'elles sont survenues dans un contexte où, par ailleurs, on avait d'autres symptômes d'un changement climatique. Les principaux symptômes, ce sont ceux qui sont liés à la température globale de la planète. Précisément, vers la fin des années 90, on commence à voir vraiment un signal fort, clair, d'un réchauffement lié aux activités humaines. Sans pour autant qu'il y ait une prise de conscience peut-être collective? Il y a déjà une prise de conscience, mais effectivement, la traduction vers des événements un peu différents, qui sont des événements hivernaux, de tempêtes, elle se fait un peu spontanément. C'est-à-dire que comme on commence à se préoccuper de ce changement climatique, on se pose la question, et c'est naturel de savoir si ces événements sont liés. Alors, c'est un lien qui peut être que statistique. Donc le problème des événements très rares, c'est qu'on n'a pas justement de statistiques pour juger. Et donc on peut essayer de penser aux mécanismes qui favoriseraient des tempêtes hivernales. Le réchauffement de la planète, il provoque plutôt une diminution des contrastes de température entre les pôles et l'équateur. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui affaiblit les circulations. Mais par ailleurs, on a aussi des contrastes continent-océan qui peuvent être modifiés. On a une extension de la banquise qui est modifiée, qui peut changer les circulations sur l'Atlantique. Donc on a effectivement une complexité de situations possibles qui fait que on ne sait pas absolument, mais c'est pas quelque chose qu'on peut spontanément attribuer au changement climatique. Par contre, ça rentre dans un contexte où le problème de la précaution face à des choses qui seront inattendues dans le futur est posé par le réchauffement climatique. On y reviendra un peu plus tard tout à l'heure. Renaud Lagrave, comment ces tempêtes ont-elles concrètement endommagé, meurtri notre littoral, puisque vous présidez le GIP Littoral Aquitaine? Alors, au moment de ces différentes tempêtes, on voit bien que sur la côte charentaise, enfin, Charente-Maritime, il y a eu des dégâts très importants. Et toutes les autres, que ce soit 99 ou 2009, il y a eu effectivement, au-delà du massif forestier, un certain nombre d'endroits qui ont été massivement remis en cause. Et donc, on voit bien qu'il y a eu des très gros dégâts sur le littoral. Mais néanmoins, il faut juste dire, par rapport à ce que disait Hervé Le Treut il y a un instant, qu'effectivement, les phénomènes qu'on connaît, nous, en Nouvelle-Aquitaine, sont assez réguliers. J'en veux pour preuve que pas plus tard qu'avant-hier, vous avez vu, comme moi, la dune du Pilat reculer de je ne sais pas combien de mètres, on n'a pas encore tout à fait les chiffres. Ça veut dire que ces phénomènes d'érosion, il y a un sujet, si vous voulez, qui est annuel. Ce qui veut dire qu'il y a les phénomènes de tempête, dont on parle aujourd'hui, qui aggravent les choses, et sur un certain nombre de territoires qui sont des phénomènes, je dirais, qui vont, en 2014 par exemple, même si ce n'était pas le même phénomène que les tempêtes qu'on a dont on parle aujourd'hui, mais où on avait eu des reculs du trait de côte de 70 mètres. Et on verra tout à l'heure comment on tente aujourd'hui de pallier c'est le sujet qu'on anticipe en fait. Du trait de côte. C'est ça. Alors l'une des images choc après le passage de Klaus, c'est celle de la forêt des Landes de Gascogne à terre. La plus grande forêt exploitée d'Europe, réduite en partie à néant. Ludivine Tachon, on vous retrouve depuis Uchac et Parentis. Rappelez-nous quels ont été ces dégâts considérables qui ont durement mis à mal la filière bois.
Eh bien, effectivement, Vincent et nos invités l'ont bien souligné. Il suffit de regarder les images d'il y a 10 ans et le paysage d'apocalypse qu'a laissé derrière elle, la tempête Klaus. Les chiffres sont incroyables, tout comme les dégâts. La forêt, en 2009, elle s'étend sur 60% du territoire landais. En quelques heures, 230 000 hectares de forêt ont été balayés. Près de 80% des arbres ont été touchés, 100% dans certains secteurs, notamment dans la Haute-Lande. 45 millions de mètres cubes de bois sont alors à terre. Alors pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, certaines communes sont totalement coupées du monde. Les arbres sont tombés sur les routes, les arbres sont tombés sur les réseaux électriques. 230 000 foyers ont été privés d'électricité, soit 90% des abonnés ici dans les Landes. Les arbres ont écrasé des maisons et des voitures. 4 personnes, on l'a dit, ont perdu la vie ce soir-là. Alors la forêt, le poumon économique du département va mettre plusieurs années à se relever. Il faut ramasser le chablis, stocker le bois, nettoyer les parcelles. Le prix du bois va évidemment s'effondrer. C'est la seule ressource parfois financière de certains villages. Les stocks de bois sont très coûteux. Et puis il y a un petit insecte qui s'appelle le scolite qui va largement compliquer la situation en détruisant 35% des arbres survivants. De nombreuses leçons ont été tirées, mais c'est sûr, ici dans les Landes, il y a un avant et un après Klaus. Merci Ludivine Imachinier, Benoît Bracon. On retournera tout à l'heure à Uchac et Parentis pour voir aujourd'hui comment se construit la forêt de demain. Bruno Lafont, les propriétaires forestiers que vous représentez en partie, ils possèdent 90% des forêts de Nouvelle-Aquitaine. Ces propriétaires forestiers n'ont-ils pas pris conscience trop tardivement du risque climatique? Peut-être un peu par déni ou en se disant que la nature allait tout gérer toute seule? Non, jusqu'à présent, la tradition dans notre région, c'était de garder les arbres le plus longtemps possible parce qu'on faisait des bois les plus beaux possibles. Et les anciens, quand sur une propriété on avait de beaux bois, on était un bon propriétaire forestier. Et tout ceci a été transformé, balayé par ces tempêtes. Alors, ça a commencé en 99, puisque tous les bois ont été touchés. Et lorsque les pins ne sont pas tombés, c'est-à-dire les chablis, eh ben, ils ont été cassés, broyés, parce qu'ils étaient ancrés au sol, et ils ont vrillé pendant toute la durée de la tempête. Donc le bois était perdu. Il y a une prise de conscience quand même. Oui, aujourd'hui, à ce moment-là. Aujourd'hui, ça c'est clair. L'après-tempête de 2009 aura apporté cette leçon aux propriétaires. Avant, récolter les bois à 50-60 ans, ça sera plutôt 35-40, et voire peut-être en dessous, parce qu'en plus, les pins le permettent. Oui. Les promesses d'aide de l'État à l'époque, le fameux plan Chablis, un demi-milliard d'euros, est-ce que ces promesses d'aide ont été tenues? Écoutez, en matière forestière, si des fois on peut critiquer les gouvernements de gel républicain ou de participation à l'effort financier de la République, ça n'a pas été le cas pour la forêt. Que ce soit du début à la fin, ou à quelques jours, puisque nous avons récolté le dernier million qui nous manquait, les 504 millions promis ont été tenus. La région a participé à hauteur d'1 million d'euros, et l'Europe, disons-le, l'Europe aussi, des fois on critique l'Europe, mais l'Europe a apporté 60 millions d'euros sur ces 54 millions. Donc l'argent public est venu, heureusement, puisque c'est pour les propriétaires nécessaire, puisque seuls ils n'auraient pas pu repartir, puisque toute leur vie ils ont payé les impôts dessus, et c'est au moment de récolter les bois qu'ils n'avaient plus les fonds. Bon, on parlera plus longuement tout à l'heure de la transformation aujourd'hui de la forêt des Landes de Gascogne. La suite de cette émission spéciale Tempête 10 ans après Klaus. Deuxième grand chapitre après le constat, celui des conséquences de cette tempête, conséquences sur notre économie et notre environnement. L'une des villes les plus touchées a été Rion-des-Landes en 2009. La forêt y est ravagée, une forêt communale qui faisait vivre cette commune de quelques 3000 habitants, sans ressources et sous le choc. Comment s'est-elle aujourd'hui reconstruite? Patrick Panier, Jean-Michel Edwin. 24 janvier 2009, 1000 hectares, soit la moitié de la forêt communale de Rion-des-Landes, se retrouvent à terre. Un désastre, un traumatisme pour les Rionnais et de sombres années en perspective pour le budget de la commune, privée de lucratives et régulières ventes de pain maritime. Nous sommes passés d'un centre de profit à un centre de coût. Chaque année, à peu de choses près, pendant des années, en tout cas, c'était entre 400 et 500 000 euros par an de recettes pour la commune, rien que la commune de Rion. Et aujourd'hui, compter sur à peu près 150 000 euros de subventions entre le budget principal, le budget de la commune, qui aide le budget annexe, puisqu'on a créé un budget pour avoir la vérité des coûts, le budget de la forêt. Commence alors un chantier colossal à fond perdu pour la commune de Rion-des-Landes. On a mis 4 ans et demi à nettoyer toutes les parcelles, ramasser tous les chablis.
Voilà, la priorité a été d'abord de ramasser les bois les plus anciens. Depuis 2014, la municipalité a décidé de reconstituer son capital forestier au rythme de près de 200 hectares de plantations par an. Ce jour-là, les responsables de la forêt communale de Rion-des-Landes viennent vérifier le bon état sanitaire d'une parcelle de 60 hectares replantée il y a 5 ans. On a perdu en gros une génération due à la tempête Klaus de roulement. Et on va être obligé de reconstituer des roulements, c'est-à-dire casser le cycle sur 4 ou 5 ans pour pouvoir retrouver un équilibre et à la fois écologique et à la fois financier. Côté finances, l'équilibre du budget forêt sera effectif en 2019, dernière année de reboisement, et les premiers bénéfices envisagés d'ici une dizaine d'années avec les premières ventes de coupes d'éclaircies. On n'était pas obligé, mais on était tenu pour les générations suivantes. Ça fait partie, on a l'habitude de le dire, dans les Landes, de l'assurance vie de la commune qui est la nôtre. Et je sais que tous les habitants sont sensibles à devoir reconstituer le patrimoine qui est le leur. En 5 ans, 1 million de pins maritimes ont retrouvé leur forêt à Rion-des-Landes. Voilà pour les Landes 10 ans après. Autre exemple, mais cette fois avec 20 ans de recul en Limousin. On vous retrouve Annick de Mars. Annick, on l'évoquait tout à l'heure ensemble, c'est la tempête de 99 qui a mis à terre une partie de la forêt en Limousin. Une tempête aux conséquences économiques énormes pour ce territoire. Effectivement, nous sommes ici dans le massif des Monts de Blon, au nord de la Haute-Vienne, une zone qui a été balayée par la tempête Martin. Il est difficile d'établir un bilan économique chiffré en Limousin. La préfecture de l'époque avait évoqué la somme de 300 millions de francs. Rappelez-vous, c'était des francs à l'époque pour le coût de l'événement. Un chiffre qui grimpe sans doute à plus d'1 milliard de francs, soit 200 millions d'euros si on tient compte de la contribution des collectivités locales, de la paralysie subie par des centaines de PME à cause des coupures d'électricité, des pertes qui n'étaient pas indemnisables. Il faut rappeler que 80% du Limousin a été privé de courant jusqu'à 3 semaines pour certaines zones, ce qui aura d'ailleurs pour conséquence, là aussi comme en Dordogne, une politique d'enfouissement des lignes électriques, plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à aujourd'hui, en milieu boisé particulièrement, car la forêt, c'est évidemment elle qui a subi les pires conséquences. La tempête a couché à terre des milliers d'arbres, brisés comme des allumettes, ce qui a créé de véritables tranchées au sein des massifs limousins. Un cataclysme pour cette région, 20 millions de mètres cubes de bois, c'est 10 ans de production quasiment. 95% de la forêt ici en Limousin appartient à des propriétaires privés, parfois de toutes petites parcelles. Alors, comment l'événement a-t-il changé leur pratique? Pour tenter de répondre à cette question, je vous propose de prendre la direction de la Haute-Corrèze. Nous allons près du sel à la rencontre d'un propriétaire qui a été touché il y a 20 ans. Reportage de Martial Codébois et Frédéric Borde. En ce jour de décembre 1999, dès la fin de l'après-midi, le vent souffle fort. Près du sel, Michel Kouzla, propriétaire forestier, voit des toitures s'envoler et des arbres tomber. On a une soixantaine d'hectares de forêt et il y a eu une bonne dizaine d'hectares de sylvestres qui sont tombés par terre et une forêt de hêtres qui est complètement détruite plus bas. Pendant plusieurs jours, pas d'eau, pas d'électricité et des parcelles en une nuit dévastées. Il a fallu replanter, remplacer les pins sylvestres tombés par des mélèzes qui perdent leurs aiguilles l'hiver. Il n'y a pas de prise, puisque c'est que un genre de squelette. Quand ils ont plus de... On les voit bien derrière, là il n'y a pas d'aiguille, c'est pas vert, il n'y a pas de prise au vent. Contrairement aux pins sylvestres. Complètement au pin sylvestre ou au douglas qui est à côté. Une tempête qui, sur le plan forestier en France, a coûté plusieurs milliards d'euros. Cet événement a-t-il changé le visage de la forêt limousine ? Le Douglas ou le mélèze ont pris la place souvent de l'épicéa qui a cassé pendant la tempête, donc qui posait un certain nombre de difficultés, les deux autres essences ayant d'autres atouts. Mais la forêt est restée finalement telle qu'elle est. On n'a pas vu de grands mouvements de vente de parcelles. On est toujours sur ces petites parcelles, sur une forêt morcelée, avec des propriétaires très, très attachés à leurs parcelles. 75% de la surface forestière tombée en 1999 a été reconstituée, à savoir depuis 2017, l'État n'indemnise plus ce type de catastrophe. Les propriétaires doivent donc se retourner vers des assurances privées contre ce type d'événement. Voilà Vincent, cette tempête a aussi permis à cette filière de se structurer, de se mécaniser malgré quelques ratés, comme la gare bois de Bujavian qui a été construite trop tard, une filière qui emploie aujourd'hui près de 10 000 personnes en Creuse, en Haute-Vienne et en Corrèze. Merci Anaïk Demars. Imaginez Thierry Boussely
En Limousin, la forêt a donc évolué depuis la tempête de 99. Dans le massif des Landes de Gascogne, le chantier de reboisement s'achève, lui, après Klaus en 2009. Un reboisement avec des pins maritimes plus résistants. Ludivine Tachon, on vous retrouve à Uchac et Parentis dans les Landes. À quoi ressemblent finalement ces pins de nouvelle génération ? Écoutez, nous sommes ici au pépinière Plan Fort. C'est un endroit, on va dire, stratégique. Nous avons un petit problème de liaison son avec Ludivine Tachon, qu'on retrouvera un petit peu tout à l'heure. Donc des pins qui ont été génétiquement améliorés pour résister plus à cette tempête. L'enjeu est énorme puisque la filière bois en Nouvelle-Aquitaine, c'est quelques 50 000 emplois. Hervé Le Treut, du point de vue du climatologue, la composition actuelle et future de notre forêt est-elle adaptée à ces changements climatiques prévisibles ? Alors ça, c'est pas tout à fait le domaine du climatologue. Je pense que de toute façon, ce qu'on doit prendre en compte, c'est le fait que le futur sera différent. Donc je crois qu'on est face à un climat qui va changer beaucoup plus dans le futur qu'on ne le croit. On a les premiers symptômes d'un changement climatique. Donc après, les vents, c'est la chose la plus difficile à anticiper. Donc on est face à des risques. Je crois que la seule culture qu'on peut avoir par rapport à ces problèmes-là, c'est une culture du risque. Ce risque, on peut l'ancrer d'ailleurs dans des récits très, très anciens. Il y a eu dans le rapport qu'on a fait sur le changement climatique, un chapitre qui a été fait par Emmanuel Garnier qui parle des tempêtes il y a quelques siècles. C'est un risque qui est là, présent depuis longtemps. Ce risque peut se modifier, on ne le saura certainement qu'après, donc je crois qu'il faut avoir une culture du risque. Et ça, on ne l'a pas forcément aujourd'hui pour la forêt, même s'ils sont génétiquement modifiés. Je pense d'avoir des espèces plus résistantes, c'est la première chose. Ouais. Est-ce que c'est assez ? Je ne peux pas le dire. D'accord. Alors l'un des grands paradoxes aujourd'hui dans cette forêt des Landes, c'est que les industriels disent manquer de bois. Fin 2018, des études ont révélé que 30 millions de mètres cubes de bois en âge d'être coupés ne l'ont pas été, l'équivalent de plusieurs années de récolte. Une pénurie de bois qui fait grimper les prix et contraint les scieries, vous allez le voir, à s'adapter. Exemple à Arru, Ludivine Tachon, Clément Allet dans les Landes. Depuis 45 ans, le bois n'a jamais coûté aussi cher. En 2 ans, le prix du pin maritime a augmenté de 50%. Un paradoxe au cœur de la plus grande forêt cultivée d'Europe. Il faut compter plus de 50 € le mètre cube. La faute au déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y a plus assez de bois sur le marché. La demande de bois a déjà baissé. Les usines ont baissé leur production. Aujourd'hui, il faut le plus vite possible que la mise en marché des bois s'opère. Je ne cherche pas à savoir pour quelles raisons elle ne s'opère pas. Ça m'intéresse peu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est véritablement qu'on remette suffisamment de bois sur le marché et de bois qui permettent d'alimenter les scieries comme les nôtres, c'est-à-dire du bois moyen et du gros bois. Dans cette entreprise familiale, 100% de la production est issue du pin maritime du massif des Landes de Gascogne. Après la tempête de 1999, la scierie s'est développée dans la construction bois. Près de 3 millions d'euros d'investissement, c'est aujourd'hui 60% de l'activité. On a resserré tous nos coûts, que ce soit la masse salariale, que ce soit l'ensemble des charges. Et puis après, on travaille vraiment sur la conception de chacun des produits pour essayer de dégager le plus de valeur ajoutée, d'avoir des produits qui soient malins, sérieux et surtout compétitifs. La scierie engendre aussi des produits connexes destinés aux industries papetières et aux fabricants de panneaux bois. Des résidus directs vendus beaucoup moins cher que le bois acheté. Une industrie papetière qui s'approvisionne aussi sur le bois d'œuvre de plus de 40 ans, la conséquence directe de la tempête Klaus. La réalité, c'est qu'on a un vrai déséquilibre parce que simplement les papetiers ont été obligés de venir nous prendre la matière. Et donc au final, on se retrouve en manque de matière pour alimenter la totalité des usines. Il y aurait 32 millions de mètres cubes de bois de plus de 40 ans encore disponibles dans le massif selon 2 recensements distincts. Certaines entreprises ont dû baisser leur activité, d'autres pourraient mettre la clé sous la porte si le bois venait encore à manquer. Alors avant de revenir sur cette pénurie dénoncée par les industriels, est-elle réelle ou pas ? On va en parler. Retournons à Uchac et Parentis dans les Landes avec Ludivine Tachon. Où se prépare donc cette forêt de demain ? À quoi va-t-elle ressembler avec ces pins génétiquement améliorés ? Eh oui.
Oui, je vous le disais, Vincent, nous sommes au cœur des pépinières Plan Fort. Ici, c'est un endroit stratégique. Alors, ça a été un endroit stratégique pendant le reboisement. C'est un endroit stratégique sur le futur de la forêt. C'est ici que sont produits les jeunes plants de pin, la future forêt de demain. Alors, en apparence, ce pin, il ne change pas, hein, ce fameux pin des Landes, le pin maritime. Mais l'INRA a travaillé donc à des espèces plus résistantes au contexte climatique, mais aussi sanitaire, hein, avec des variations génétiques pour des pins capables de résister, d'être en évolution avec les nouveaux écosystèmes, et puis aussi les besoins de l'industrie du bois. Et puis le grand défi, c'est surtout d'inventer un arbre qui résiste mieux à ces différents ennemis. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet insecte, hein, le scolite, ainsi que les chenilles, qui sont capables de détruire des milliers d'hectares de forêt. Merci Ludivine pour ces précisions imaginées. Benoît Bracco depuis Huchac et Parentis. Bruno Lafont, on le disait, s'il n'y a pas assez de bois selon les industriels, hein, cela voudrait dire que les propriétaires ne coupent pas leur pin pour faire grimper les prix. Hein. Est-ce que c'est un jeu dangereux ou est-ce que les industriels jouent au grand bluff? D'abord, c'est le paradoxe parce que ça n'a jamais été aussi cher le bois, donc je peux vous dire qu'il se vend. Mais nous avions des habitudes ici dans le massif d'aller chercher le bois au plus près des usines. D'abord, ça a changé parce qu'il fallait aller chercher plus loin. La preuve, hein, il reste 32 millions de mètres cubes, il faut aller les chercher. Ça fait pratiquement 6 ans de production. Et donc ça, il faudra bien le faire. Ensuite, le prix, c'est le prix normal, je dirais, même pas rattrapé de ce que nous aurions dû avoir depuis des années. Les propriétaires font pas un peu de rétention? Non, parce que toutes les preuves l'ont montré, puisqu'il n'y a aucune rétention de la part des propriétaires. Il ne faut pas pouvoir porter cette demande de bois. Il y a une concurrence entre eux, il y a une concurrence internationale, puisque les prix sont au prix du marché européen, je pourrais dire. Et donc aujourd'hui, nous avons fait des vérifications, elles ont été faites par l'État. Nous-mêmes, au Centre régional de la propriété forestière, on peut couper les arbres parce qu'il faut savoir que la culture de l'arbre, c'est une culture qui est soumise à l'État. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il faut reboiser, c'est une obligation. Donc on peut couper avant ou après 5 ans. Et donc nous avons fait des milliers de coupes exceptionnelles. Donc ce sont des milliers de mètres cubes qui sont venus en plus sur le marché. Donc vraiment, cette polémique n'a pas lieu d'être. De votre point de vue, on ne manque pas de... Oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Et nous n'avons pas du tout intérêt, nous, forestiers, à ce que les usines manquent de bois. Parce que nous, si on a reboisé, c'est parce qu'on a besoin que cette industrie existe, qui est une industrie performante, mais qui a besoin aujourd'hui de changer, je dirais, ses produits pour assurer à la fois ses ventes, parce qu'il y a des nouveaux produits qui existent, il va falloir le faire, mais également changer ses habitudes qui étaient ancrées depuis des années. Renaud Lagrave, vice-président de la région, comment éviter une catastrophe économique dans la filière si on manque de matières premières? C'est la raison pour laquelle la région va réunir justement une table ronde autour du sujet dans quelques jours, autour du président. Parce que tout simplement, comme vient de le dire Bruno Lafont, il y a aujourd'hui, je crois, une unité de vue pour que, d'abord, il faut se rappeler juste une chose. Au lendemain de la tempête, il y a un certain nombre d'acteurs, qu'on ne citera pas, mais qui se disaient c'est le bon moment pour aller faire autre chose que du pain maritime, et on pourrait faire beaucoup d'autres cultures. La réalité, c'est qu'il y a une unité globale pour dire il faut replanter, je dirais, à l'hectare près. Et c'est ce qui a été dit grâce à la mobilisation des fonds d'État, il faut le reconnaître. On a aujourd'hui un massif forestier qui est replanté. Donc pas de crainte d'effondrement de la filière? Non, mais c'est pas une crainte de l'effondrement de la filière. Oui, on l'a. Parce que clairement, aujourd'hui, on sait que dans les 5 ans qui nous séparent des effets du reboisement après 2009, on a aujourd'hui 3 millions de tonnes qui manquent à peu près annuellement à l'industrie globale, hein, c'est-à-dire à la fois à la construction et aux industries. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de chercher les voies et les moyens, comme on avait pu le faire à une époque, pour passer cette étape-là, donc soit effectivement on puisse repérer les mètres, ce qui est disponible aujourd'hui sur le massif, soit éventuellement ce qui se passe aujourd'hui, qu'on fasse venir du bois d'ailleurs, et ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais je pense que dans cette affaire, en tout cas moi, toutes les tables rondes auxquelles j'ai assisté à la préfecture des Landes font qu'il y a aujourd'hui la nécessité qu'il y ait une mobilisation des uns et des autres pour éviter ça, parce que la Syrie dont on vient de parler, que je connais bien, est en difficulté. Il faut on a compris votre message. Donc voilà pour ce bilan économique de la forêt. 10 ans après, on va s'intéresser à notre environnement, aujourd'hui notre quotidien. D'abord le problème des risques d'érosion et d'inondation.
Cette illustration à Charon, dans le nord de la Charente-Maritime, où des habitations ont été rasées. Elles se sont retrouvées en zone noire inconstructible. Valérie Prétot, Pierre Laye. Le périmètre est sécurisé, pas de badauds, mais l'émotion est sous-jacente. Il y a la mémoire de pas mal de gens qui parlent, là, ceux qui ont vécu ici, quoi. Qui ont connu, qui ont passé les enfants qui ont grandi dans ce quartier. C'est toujours quand même un peu poignant, quoi. Seuls quelques officiels sont là, dont Madame le Préfet. Mais pour le président de l'association Reconstruire Charon, c'est un soulagement, car pour lui, il faut effacer les cicatrices de Xynthia. Et évidemment, c'est un arrachement, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut tourner la page et il faut plutôt penser à l'avenir. Les maisons seront d'abord vidées avant d'être démolies. Les matériaux doivent être traités ou recyclés. Au total, ce sont 200 maisons qui seront démolies sur cette commune. L'opération va coûter plus de 700 000 € à l'État. Tempête, montée des eaux, Hervé Le Treut, quel est le scénario prévisible de l'érosion de nos côtes en Nouvelle-Aquitaine d'ici 2050 ? Effectivement, l'érosion, c'est d'abord lié au vent, au courant. C'est aussi des choses qui d'abord fonctionnent, comme on l'a dit, de manière régulière, avec des échelles saisonnières, et puis qui peuvent être soumis à des événements plus violents. Il y a dans la prévisibilité de ces phénomènes-là quelque chose qui est intrinsèquement très difficile. Autant tout ce qui est lié de manière directe au réchauffement, à la température, est quelque chose de relativement prévisible dans l'évolution du climat, autant tout ce qui est lié aux accidents de la circulation atmosphérique relève du risque. On a sur la région euro-atlantique peut-être 4 grands régimes de temps, et chacun de ces régimes porte des conséquences un peu différentes par rapport au futur. On parle de retrait de côte, de trait de côte, de plusieurs dizaines de mètres, parfois jusqu'à 50 mètres. Voilà, mais alors tout cela fait partie de ce qui est effectivement possible. Ce n'est pas nécessairement ce qui se passera, mais je pense que c'est ce dont il faut se protéger. Là encore une fois, je crois qu'on est sur des mécanismes qui sont des mécanismes de protection face à des risques. Je crois qu'on doit avoir cette idée du risque, et par rapport au risque, on a des secteurs vulnérables, et il faut supprimer ces vulnérabilités le plus possible. Renaud Lagrave, en quelques mots sur notre littoral aquitain, près de 6000 logements seraient menacés par l'érosion d'ici 2050. Le GIP littoral que vous présidez, qui centralise ces problématiques de littoral, ce GIP a-t-il les moyens juridiques et financiers face à cet enjeu urgent ? La réponse est non. Le GIP il travaille depuis maintenant plus de 10 ans à faire en sorte que justement on s'adapte au changement climatique et au phénomène d'érosion à longue échéance, c'est-à-dire anticiper. Et c'est ce qu'on fait avec des stratégies locales à l'échelle de toute l'Aquitaine. C'est fait. C'est devant nous. Chacun a fait des réunions publiques, a organisé tout ça. C'est-à-dire qu'il faut une réponse de l'État, c'est ça ? Écoutez, c'est l'État, c'est aussi des voies réglementaires. Quand aujourd'hui vous voulez déplacer un certain nombre de biens qui sont soumis justement aux questions d'érosion, c'est impossible à cause de la loi littorale, à cause des outils juridiques qu'on a aujourd'hui. Après, en général, c'est à la fin qu'on n'a plus rien à se dire, qu'on parle d'argent. Moi, d'abord, je voudrais éviter qu'on parle justement uniquement d'argent et qu'on essaye véritablement de travailler au déplacement d'un certain nombre de biens qui sont de toute façon et qui seront impactés par les phénomènes d'érosion, entre autres de submersion par ailleurs. Alors on va voir un exemple. Travailler sur ce sujet. L'exemple, c'est celui de Lacanau. Partir ou rester face au risque d'érosion, c'est un choix cornélien qui est proposé à la commune de Lacanau en Gironde. Bonjour Laurent Perrondet, vous êtes maire de Lacanau. À l'horizon 2050, on le disait, la côte sableuse pourrait perdre jusqu'à 50 mètres. Quelle stratégie pouvez-vous choisir ? Partir ou rester ? Alors, je ne sais pas si vous avez des informations plus précises que nous, mais il faut savoir que le trait de côte qui était prévu en 2014, c'est celui qui était prévu en 2040, après les tempêtes de 2014. Donc, vous voyez bien qu'on ne sait pas ce qui va trop se passer jusqu'à 2050. Donc, aujourd'hui, accompagné par le GIP Littoral Aquitain, je salue Renaud. Je veux leur saluer, ils sont au chaud, c'est un peu plus facile pour eux pour parler. Là, je commence à être un peu congelé. Mais aujourd'hui, le problème, il est là, c'est que l'État ne prend pas ses responsabilités, qu'au niveau local, à travers notre stratégie, nous avions été retenus dans le cadre d'un appel à projet du ministère de l'Environnement et accompagnés par les équipes du GIP Littoral Aquitain, nous avons construit notre stratégie qui devait servir justement à se préparer à une évolution jusqu'à l'horizon 2100 et permettre aussi aux parlementaires, c'est eux
qui avait la main à l'époque avec le Comité national du suivi du trait de côte, d'élaborer une loi qui aurait dû passer avant, dans la dernière mandature, et qui n'a pas pu l'être, et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui on est un peu dans l'expectative, et tous les travaux qui ont été faits au niveau local avec la région et le GIP, je le répète, et la commune de Lacanau, mais devaient servir justement à répondre aux problématiques au niveau national. Aujourd'hui je suis un peu frustré parce que ça fait 4 ans qu'ensemble on a sillonné la France, on a multiplié les réunions, les interviews, je le fais encore aujourd'hui bien sûr avec plaisir, parce qu'il faut toujours faire quelques piqûres de rappel. Mais j'avoue que je suis un peu à bout de souffle quand je vois qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a la main avec quelques ministères et en plus celui des Finances. Renaud soulevait tout à l'heure, il ne fallait pas parler des Finances, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est bien eux qui pilotent le sujet. Et il va falloir très, très rapidement quand même répondre à nos problématiques pour pouvoir permettre justement de gérer ces périmètres de vulnérabilité aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de 6 000 habitants, 6 000 résidences, mais chez nous, sur notre périmètre, c'est 1200 appartements, c'est 100 commerces et c'est autour d'environ 400 millions d'euros d'enjeux. Donc je crois qu'il faut y réfléchir, même si Lacanau n'a pas choisi la relocalisation ou la protection, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Merci pour ces précisions, Laurent Perrondet. Et image depuis Lacanau, signé Jean-Michel Edvin. Autre risque avec les tempêtes et la montée des eaux, celui de la centrale nucléaire du Blayais. Ne l'oublions pas, après la tempête de 99, on avait appris à retardement que le site avait été inondé, mettant en danger une partie du système de refroidissement. Renault-Lagrave, les digues de protection ont été depuis rehaussées autour de cette centrale. Pour autant, ce risque est-il suffisamment pris en compte selon vous ? Sur le risque submersion, clairement, on a aujourd'hui encore beaucoup de travail, notamment en ex-Aquitaine. Le travail a été fait pour le coup en Charente-Maritime suite à la tempête Xynthia. Dans l'ex-Aquitaine, enfin, la région Aquitaine, on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que sur la centrale dont vous parlez, les travaux ont été faits. Mais après, il y a des territoires où aujourd'hui, effectivement, on a des phénomènes de submersion qui sont potentiellement, qui pourraient potentiellement arriver. Ce qui veut dire qu'il y a encore du travail pour justement travailler sur des plans de prévention des risques d'inondation sur certains territoires. Alors voilà ce qui nous amène à parler de la problématique de la protection de notre réseau électrique. L'enfouissement des fils aériens très vulnérables, on l'a vu, est-il efficace et suffisamment rapide ? On va en parler avec notre prochain invité. D'abord, cet exemple, enfouir des lignes, comment ça marche, combien cela coûte ? À Lys, en Dordogne, Philippe Nicolai, Florian Rouliès. La puissante roue mécanique perce les bords de chaussée des sous-bois des environs de Lille. À l'avant de l'engin, l'enrouleur. C'est lui qui supporte la ligne électrique à enfouir. Le futur raccordement est prévu pour 6 communes du secteur. La trancheuse, elle libère un petit peu de sable pour mettre sous la tranchée. Le touret de câble se déroule, rentre sur ce lit de sable. Derrière, on remet du sable par-dessus, on met un petit peu de terre, on met le filet rouge qui est obligatoire. Après rebouchage de la tranchée, la ligne sera totalement invisible et à l'abri de tout coup de vent. Restent les pannes, certes rares, mais toujours possibles. On fait venir un camion labo qui injecte des ondes et avec ces ondes, on saura à 10 mètres près où se situe le défaut exactement. Ces câbles souterrains remplacent peu à peu les historiques lignes aériennes. Dans le département en 2018, 200 km de réseau de moyenne tension ont été enfouis. C'est 120 poteaux en moins dans le paysage et les nouveaux transformateurs sont en place. Là, vous avez un poste aérien qui est alimenté en aérien avec du 20 000 volts aérien qui transforme en 220 volts. Et là, vous allez avoir le futur qui sera alimenté 100% en souterrain. Avec une arrivée 20 000 volts souterrain d'un côté, une sortie de l'autre. 10 ans après la tempête Klaus, l'enfouissement de câbles va bon train. 32 millions d'euros investis l'année dernière pour 200 km de lignes enfouies. Un coût élevé. En souterrain, le kilomètre vaut 100 000 euros. C'est 3 à 5 fois plus cher qu'une installation aérienne. Mais les lourdes dépenses engagées en intervention humaine et en matériel, après une tempête comme celle de 2009, poussent les opérateurs à prévenir plutôt que guérir. Bonjour, Eric van der Vliet. Vous êtes directeur territorial Enedis en Dordogne. Vous intervenez depuis Saint-Aubin de Cadlèche. Quel est l'objectif d'enfouissement de lignes en Dordogne ? Oui, bonjour. Donc effectivement, l'objectif, c'est de désensibiliser le réseau aux aléas climatiques. Donc c'est ce qu'on a fait en Dordogne depuis 10 ans, puisqu'on a enfoui 2000 km de réseau sur la Dordogne. Et d'ailleurs, ça a été permis par ce que vous venez de montrer juste avant, c'est-à-dire que les moyens se sont nettement améliorés et l'aspect à la fois technique et économique des trancheuses nous a permis d'augmenter la part de réseau souterrain. Aujourd'hui, toutes les constructions neuves sur le réseau moyenne tension se font en souterrain.
Parfois, on a le sentiment quand même qu'il y a une sécurisation à 2 vitesses avec un réseau des villes très protégé et un réseau des campagnes plus vulnérable. Je me trompe ? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. C'est-à-dire que les problématiques que nous avons en Dordogne, c'est que c'est un département qui est très boisé. Donc effectivement, forcément, il y a plus de bois à la campagne qu'en ville. Aujourd'hui, pour vous donner une idée par rapport à Clos, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, Clos était 85 000 clients coupés à la pointe, je dirais, et on a mis 4 jours pour rétablir 90% des clients. L'année dernière, on a eu un épisode climatique qui était plus fort que Clos, qui était le 4 juillet 2018, où on a eu plus de 95 000 clients coupés et on a mis 2 jours pour rétablir 90%. Donc on voit quand même une progression malgré tout sur la résilience du réseau. Notre réseau aujourd'hui électrique est-il prêt à faire face à un nouveau gros coup de vent, une grosse tempête ? Alors sur ces sujets-là, il faut rester extrêmement modeste parce qu'une tempête ne ressemble pas à une autre. Vous avez la tempête qui était un peu hors catégorie, qui était 99, puisque même le réseau de transport avait été abîmé. Tous les investissements qui ont été faits depuis Clos, c'est-à-dire 300 millions d'euros sur la Dordogne, visent en fait à protéger mieux le réseau. Mais ce n'est pas simplement résister aux aléas climatiques, c'est aussi faire en sorte que la qualité au quotidien soit meilleure. Donc pour faire ça, on travaille sur plusieurs aspects, sur, je dirais la prévention, donc notamment la mise en souterrain, mais c'est aussi l'élagage et puis la maintenance préventive. Et on travaille aussi sur une modernisation qui est permise notamment par tout ce qui est automatisation, apport du numérique, que ce soit depuis le poste source qui est à l'entrée du réseau jusqu'au compteur communicant, et ceci pour qu'on ait une meilleure réactivité, un meilleur pilotage du réseau. Ça, ce sont les enseignements directs de la tempête. On sait aussi que depuis 1999, vous avez mis en place un réseau d'intervention rapide, d'hommes sur le terrain, mobilisables partout en France pour intervenir sur une zone sinistrée. Merci Eric van der Vliet pour ces précisions. Directeur territorial Enedis en Dordogne, image signée Camille Michelin. Bruno Lafont, je rappelle que vous présidez le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. S'il fallait retenir, on va dire, un aspect positif de cette tempête de 2009, est-ce que ce serait la solidarité ? Est-ce que ce serait autre chose ? D'abord la solidarité, parce que on l'a peu rappelé, mais on a ouvert en 3 mois la totalité des pistes, parce que dans notre région, on a un risque incendie. Oui. Et le risque incendie est plus grave d'ailleurs au printemps que l'été, et qu'on a des grands feux aussi l'été. Et donc il fallait absolument que ces pistes soient ouvertes. Tout le monde y a mis du sien. Chasseurs, toutes les personnes qui pouvaient donner un coup de main dans les villages, tout le monde a aidé. Bien sûr, les forces de sécurité sont venues aider. Il y a des pompiers extérieurs au département qui sont venus. Mais ça, c'est la solidarité. Et puis, je vous l'ai dit, en termes de sylviculture, d'abord, il y a plusieurs points qui ont été soulignés. Je vous l'ai dit, de ne pas garder les arbres aussi longtemps que nous l'avions fait jusqu'à présent. Nous avons aussi essayé de faire, en termes fiscaux, je dirais, une possibilité, puisque les arbres peuvent être aujourd'hui coupés, mais bénéficier de ce qu'on appelle les exonérations des droits de succession sur la forêt, même si l'arbre est coupé et que l'argent est sur un compte particulier, ce qu'on appelle le CIFA. Donc il n'y a aucun obstacle pour qu'aujourd'hui les arbres soient coupés. Vous voyez, même de ce côté-là, il faut le dire. Et ça, ce n'est pas un avantage, c'est une situation pour la forêt. La forêt, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a le risque climatique, on a le risque sanitaire, on a le risque du vent, on a beaucoup de risques pour la forêt. Donc il faut quand même l'aider à cette forêt. Donc les enseignements, ils sont là. Et puis aujourd'hui, nous demandons, la dernière chose que nous demandons aujourd'hui, c'est la task force. C'est-à-dire que si ça se reproduisait, il faut que tout soit prêt pour intervenir comme on a stocké le bois. Renaud Lagrave, quelle est aujourd'hui la priorité des priorités, selon vous, par exemple, en termes de politique face aux tempêtes ? De mon point de vue, évidemment, tenir compte des phénomènes de tempête qui ont lieu, mais au-delà des phénomènes de tempête, de ce que disait Hervé Le Treut, c'est-à-dire l'anticipation sur le changement climatique. Je veux dire, j'ai bien compris qu'il y avait des climats sceptiques dans ce bas monde, et en même temps, j'ai bien aussi compris qu'un certain nombre de gens expliquaient qu'il fallait signer des COP, alors c'est la 21, c'est la 22, c'est la 23, sans se préoccuper de ce qui se passe tous les jours chez eux. Moi, je considère aujourd'hui, en tout cas en tant qu'élu, qu'il faut maintenant, dans nos politiques, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau régional, mais c'est fait aussi par beaucoup de territoires, commencer par chez nous. Ça veut dire que sur le changement climatique, il faut tenir compte aujourd'hui de ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, dans la mobilité, dans les questions littorales, dans effectivement la filière bois, sur tous ces sujets-là. Comment on anticipe le climat ? Moi, j'ai regardé aussi les chiffres par rapport à la montagne. Vous voyez bien qu'on ne va pas pouvoir skier jusqu'à la fin des temps dans les Pyrénées. Comment on essaye d'anticiper ces choses-là ? Ça veut dire simplement qu'il faut intégrer les choix politiques maintenant. Hervé Le Treut, on se questionne beaucoup, mais est-ce qu'on agit vraiment ? Est-ce que vous êtes un climatologue inquiet pour notre avenir proche ?
Oui, on a des raisons d'être inquiets. En même temps, il faut prendre les choses de manière positive. Je crois qu'il y a deux choses à bien séparer par rapport à cette notion d'action sur le problème climatique. C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une nécessité absolue parce que un territoire comme le territoire aquitain, il est contraint par ce qui se passe ailleurs, et très largement ailleurs. On a les gaz qui viennent, gaz à effet de serre majoritairement. Et le second, c'est effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on doit se protéger, faire toutes les actions de protection du territoire qui sont nécessaires parce qu'il y a une partie inéluctable du changement climatique qui est devant nous. Merci à tous d'être intervenus dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez un dossier spécial tempête sur notre site internet. Restez avec nous sur France 3.